L'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche ne sera pas sans conséquences sur la guerre de l'énergie qui sévit dans le monde. Le sommet des BRICS à Kazan, fin octobre 2024, regroupant les principaux producteurs et consommateurs d'énergie, avait donné le ton avec les tendances à la dédollarisation du commerce énergétique. Les menaces de Trump en matière de droits de douane sur cette évolution va accroître les tensions. Le nouveau président américain considère les théories fumeuses du changement climatique de canulars coûteux. Et le plan IRA de Biden de 370 milliards de dollars de subventions au développement de l'industrie verte comme une arnaque. Aujourd'hui, les États-Unis produisent plus de pétrole que n'importe quel autre pays, selon Bloomberg. Et le républicain défend les énergies fossiles avec ferveur. Mon plan pour l'emploi, c'est fort, Sherry Ford. Drill, baby, drill, lançait-il en début d'année sur Fox News. Pour analyser ces évolutions sur GPTV Le Monde Réel, Fabien Bouglet, expert énergétique, que l'on retrouve tout de suite après cela. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. D'être sur Le Monde Réel dans Géopolitique Profonde. Vous n'oubliez pas, pour nous rejoindre, c'est la 17e revue de Géopolitique Profonde, avec tous ces auteurs que vous appréciez et que vous avez déjà sur ces plateaux, que ce soit dans nos matinales, le midi ou le soir sur les plateaux principaux. Il y a une semaine de gratuité, que ce soit dans sa version papier que sa version numérique. Je vous rappelle aussi, est ouvert maintenant depuis 1 ou 2 semaines, la boutique. Vous pouvez y retrouver à la fois des t-shirts, des sweatshirts à capuche, des bonnets, des casquettes et le fameux mug, soit GPTV, évidemment, c'est le mien, et puis celui qui est directement dédié à Mike Borowski, il ne faut pas avoir peur. Mon cher Fabien, je suis extrêmement heureux de te retrouver sur GPTV. Bonjour Nicolas Stocker, c'est un plaisir également. Alors, tu es aujourd'hui considéré comme un responsable incontournable, en tout cas un expert incontournable de l'énergie et des questions énergétiques dans le monde. Pas seulement en France, dans le monde. L'élection de Trump n'a pas pu te rendre indifférent. Elle aura, je pense, des conséquences sur la guerre énergétique que dans ton livre principal, tu as développé et qui va retrouver peut-être des rebondissements. Il y a eu les BRICS, on en parlait. Ça va être, c'est aussi un basculement du monde, une fracturation. Et puis, alors, maintenant, cerise sur le gâteau, l'élection de Trump. Oui, tout à fait. L'élection de Donald Trump reconfigure complètement les grandes tendances des lignes énergétiques qui étaient quand même déjà bien établies avec Joe Biden. Mais le fait que Donald Trump soit élu est un choc considérable dans la géopolitique de l'énergie. Dans mon livre Guerre de l'énergie, j'aborde justement le début de cette guerre de l'énergie en 2016, au moment de l'élection de Donald Trump. Parce qu'en fait, c'est bien l'élection de Donald Trump qui a reconfiguré les grandes tendances du système énergétique au niveau mondial. De quelle façon ? Eh bien, en fait, en 2015... À partir de 2015, un Texan a trouvé le moyen de rendre rentable l'exploitation du gaz de schiste. Il faut expliquer que jusqu'à présent, et depuis le colonel Drake en 1865, qui découvre la façon de faire les puits de pétrole, eh bien là, ce sont des puits dans des poches de pétrole, et puis quand la poche de pétrole ne remonte pas spontanément par le geyser, on va aller pomper, et ce sont ces fameux derricks. Et là, c'est en couche peu profonde. Et le gaz de schiste, en fait, et le pétrole de schiste, puisqu'en fait on récupère du gaz et du pétrole, consiste à aller très très bas dans les sols, faire des explosions du schiste pour récupérer ce qui sont insérés dans des bulles du gaz et du pétrole. Et à partir de 2016,
il se passe quelque chose de fondamental, et en particulier à partir du mandat de Donald Trump, eh bien, les États-Unis deviennent autonomes énergétiquement. Ça, c'est pas rien. Ça n'est pas rien. Pourquoi ? Et ça explique pourquoi il y a un rapport avec les BRICS. Ça veut dire que les États-Unis n'ont plus besoin d'importer d'énergie, et en particulier des pays du Moyen-Orient, qui avaient suscité la guerre en Irak et toute cette guerre. On se rappelle que le premier pic lié au pétrole se fait en 1973, le premier choc pétrolier, qui est la réponse des pays du Moyen-Orient à la guerre du Kippour, où les États-Unis défendent Israël, et en rétorsion, les pays du monde arabe et les pays de l'OPEP font une rétorsion en utilisant le pétrole comme une arme. Le prix est multiplié par 7. Mais pourquoi les États-Unis avaient besoin du pétrole du Moyen-Orient ? C'est qu'ils avaient atteint leur pic de production en 1970-71. Là, depuis 1970-71, et jusqu'à 2016, les États-Unis ont besoin d'importer de l'énergie pour leur économie. Mais en 2016, au début du mandat de Donald Trump, eh bien, pour la première fois, les États-Unis n'ont plus besoin d'importer. De ce fait, Donald Trump va mener une politique énergétique extrêmement agressive sur 2 volets importants. Oui. Le premier volet, c'est le développement du gaz naturel liquéfié. Il faut expliquer donc aux téléspectateurs ce qu'est. Vous avez 2 types de gaz. Oui. Le gaz qui est distribué par gazoduc, et en particulier le gaz russe. Qui passait par le Nord Stream. Qui passait par le Nord Stream, on va y revenir. Mais évidemment, la Russie peut déployer son gaz comme il l'entend dans les pays européens et vers la Chine et vers la Turquie, avec Turkstream. Et de ce fait, pour concurrencer la Russie, les États-Unis doivent trouver des techniques pour ne pas utiliser de gazoduc, mais en liquéfiant. D'où la nécessité de liquéfier le gaz. La liquéfaction, c'est la transformation du gaz à l'état gazeux, et 600 mètres cubes de gaz sont transformés en 1 mètre cube de gaz liquide. Donc vous distribuez non plus par des gazoducs, mais par des méthaniers. Oui. Ça a un petit coût, puisque vous utilisez 10% du gaz que vous allez donc produire en gaz naturel liquéfié, vous allez gaspiller 10% du gaz. Et le gaz à l'état liquéfié coûte plus cher que le gaz gazoduc. Cela étant, Trump mène cette politique pour développer à partir de 2016 les capacités de liquéfaction et donc les capacités d'exportation. Et c'est là, à ce moment-là, que se crée la doctrine américaine du freedom gas, du gaz de la liberté, du gaz des molécules de la liberté. Et ce que je vous dis n'est pas un vain mot, est vraiment utilisé dans les communiqués de presse des Américains. Je l'ai cité dans mon livre « Guerre de l'énergie ». Et en 2019, le collaborateur de Donald Trump, Rick Perry, va voir Juncker pour négocier l'achat par l'Europe du gaz naturel liquéfié américain. Et il dit la chose suivante. À quelle date ? On est en 2019, en juin 2019, de mémoire. Et il dit dans Euractiv cette phrase qui résume la guerre de l'énergie actuellement. Il dit « 75 ans après avoir libéré l'Europe de l'Allemagne nazie, les États-Unis viennent libérer l'Europe, non plus avec de jeunes soldats américains, mais avec du gaz naturel liquéfié. » Donc nous libérer de qui ? Eh bien, nous libérer du joug du gaz fasciste russe. Bien sûr. Parce qu'effectivement, de l'autre côté, lorsque les États-Unis sont autonomes énergétiquement depuis 2016, de l'autre côté, Vladimir Poutine a mené une politique énergétique extrêmement agressive. Aussi. Depuis le début. Et vous vous souvenez de ces images fortes lorsque des hiérarques russes sont obligés de signer la vente de leur entreprise. Eh bien, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que Poutine, il faut l'expliquer, Poutine, c'est un juriste. Il a fait sa faculté de droit et il a fait sur la clause du pays le plus favorisé, qui est une clause de droit commercial international. Je ne sais pas, le dernier des négos. Mmh. Et en 1996, en plus de sa thèse de droit, après être passé par le FSB et à Dresde,
il revient à Saint-Pétersbourg et il fait une thèse d'économie à l'Institut des mines de Saint-Pétersbourg, le prestigieux Institut des mines, où il va faire une thèse sur l'exploitation des ressources minérales de la région de Saint-Pétersbourg. Et en 1999, c'est-à-dire 2 ans après, 6 mois avant sa nomination en tant que président par intérim de Yeltsin, de Boris Yeltsin, eh bien, il publie une synthèse dont j'ai reproduit certains passages dans mon livre, une synthèse qui s'appelle « L'exploitation des ressources minérales de la Russie pour le développement économique de la Russie ». Et il explique dans cette note de 8 pages sa feuille de route de guerre énergétique et comment il va transformer la Russie en pays de développement énergétique en faisant des entreprises intégrées. Et les 2 entreprises intégrées dans le domaine énergétique sont Gazprom, le grand géant mondial du gaz, et Rosatom. C'est la transformation du ministère de l'atome, puisqu'en fait, au début, c'est le ministère dans l'atome, en entreprise intégrée qui s'occupe d'une part du nucléaire civil et d'autre part du nucléaire militaire. Et donc, Vladimir Poutine va faire de son mandat le mandat de l'énergie et des ressources minérales. Et donc, vous avez, si vous voulez... Se font face à face 2 géants de l'énergie. Et une qui n'a pas dû vous échapper, et elle ne vient pas de moi, et pourtant j'ai pas d'oreillette. Se fait face à face, dans cette guerre, le gaz de schiste contre le gaz fasciste. Exactement. Vous avez tout. Le gaz de la liberté contre le gaz de l'emprisonnement et de la vassalisation de l'Europe par la Russie. Et donc, dans l'autre cas, c'est pas le cas. Non, mais c'est très intéressant parce que on est donc dans le mandat de Trump 2016-2020, dans cette situation où Donald Trump va répondre à cette offensive de Vladimir Poutine. Il va y répondre avec 2 points. Le développement du gaz naturel liquéfié, et d'autre part, le développement du nouveau nucléaire américain. Donc les 2 armes. Mais alors, au milieu... Le GNL, est-ce qu'il est compétitif sur le plan... Alors, justement, on va en parler. Si vous voulez bien, je finis, et après on va reparler du GNL compétitif. Entre les 2, vous avez l'Europe, au milieu. Et l'Europe... Entre 2 suzerains. Exactement. Et l'Europe, au milieu, en 2021, dépend de 55% de ses importations d'énergie. C'est terrible. Et en 2022, depuis la crise énergétique, on est passé de 55%, selon les statistiques d'Eurostat. J'ai pris les statistiques d'Eurostat de la Commission européenne. On est passé à 62%. Ça veut dire que l'Europe est obligée d'importer des pays fournisseurs d'énergie 62% de sa consommation. Imaginez le poids politique que représente cette dépendance énergétique vis-à-vis de ces 2 vassaux. Et alors, justement, on y vient. Gerhard Schröder, le chancelier allemand, depuis 1997, il a décidé de développer l'Energiewende 2, c'est-à-dire le déploiement des éoliennes, et comme ils ont un peu de charbon, ils ont voulu plutôt profiter du gaz. Le problème, c'est que depuis la révolution orange en Ukraine, puis la révolution du Maïdan, 2014, le problème, c'est que le gaz qui passait historiquement par les gazoducs Soyouz et Brotherhood en Ukraine pose d'énormes difficultés d'approvisionnement pour l'Allemagne et l'Europe parce que l'Ukraine a été mise sous le contrôle de la CIA et des Américains. Et donc, Gerhard Schröder, à partir de la fin de son mandat au début des années 2000, fait un accord avec Poutine pour construire les fameux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, puis Nord Stream 2, qui vont permettre à la Russie et à l'Allemagne de distribuer directement le gaz de la Russie à l'Allemagne, et donc, de ce fait, de contourner la route historique du gaz vers l'Europe, et de minimiser l'importance stratégique de l'Ukraine que les Américains avaient vu comme un enjeu majeur. Là, évidemment. On contrôle l'Ukraine pour contrôler la distribution du gaz russe vers l'Europe et de ce fait contrôler le développement économique de l'Europe. Et donc, le plan
de Gerhard Schröder et de Poutine de contourner déplaît fortement à Donald Trump. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que Donald Trump promulgue toute une série de lois extraterritoriales pour menacer, sanctionner les entreprises qui participent à la construction de Nord Stream 2. On va dire que Nord Stream 1, les Américains, ça ne les gêne pas. C'est 55 milliards de mètres cubes, à peu près l'équivalent de ce qui se distribuait en Ukraine. Ouais. Mais par contre, Nord Stream 2, qui est fini d'être construit en 2022, Justement, qui est fini d'être construit en fin 2021 et qui est opérationnel en 2022, Nord Stream 2 pose un énorme problème. Parce que les 55 milliards de mètres cubes supplémentaires rendent totalement sans intérêt le contrôle de l'Ukraine, parce que cette fois-ci, l'Europe peut se passer complètement du passage du gaz par l'Ukraine, et de ce fait, pour les Américains, ça devient une vassalisation de l'Union européenne et de l'Europe par Poutine, et donc il est fondamental de casser cette route et ce lien entre la Russie et l'Europe, et donc la guerre en Ukraine, qui est provoquée finalement par les pays européens, répond à cette guerre commerciale. a pour objectif de couper la relation entre les Européens et Poutine et récupérer le marché. D'autant que, et c'est là que ça répond à votre question, Mais je savais. c'est qu'en en 2021, il y a le premier choc gazier en septembre 2021. À partir de septembre 2021, le prix du gaz explose et passe de 1 à 6 avec un nouveau choc gazier, comme on a connu un choc pétrolier. Pourquoi il y a un choc gazier? Oui, pourquoi? Eh bien parce que, compte tenu du fait qu'en 2021, vous avez depuis 43 ans une sécheresse des vents en Europe. Il n'y a jamais eu autant peu de vent. On a un record de baisse des régimes de vent en Europe. Et cette baisse des régimes de vent en Europe conduit à la nécessité des pays qui ont investi dans l'énergie Wind 2. Les éoliennes ne marchent pas. Et ça oblige les pays européens qui ont fortement investi dans les éoliennes d'acheter du gaz, du pétrole et du charbon en quantité, faisant exploser, puisque Nicolas, comme vous le savez, le prix du marché européen de l'électricité dépend de l'unité de production la plus chère. Eh bien, le gaz devient l'unité de production la plus chère. Du coup, ça fait exploser les factures d'électricité, puisque les factures d'électricité sont indexées sur le prix du gaz. Et comme le prix du gaz est multiplié par 6, cela rend rentable le gaz naturel liquéfié américain, qui ne l'était pas par rapport à la compétitivité du gaz russe. Et donc, en décembre... J'espère, Fabien Bouglet, qu'il n'y a pas de la géo-ingénierie qui vient se mêler en plus derrière tout ça, hein, avec le vent. Ça, je ne vous répondrai pas, mais on peut se poser la question. Mais en décembre 2021, on est 2 mois avant le début de la guerre en Ukraine. Pour les Américains, c'est un moment propice, puisque c'est le moment où le prix du gaz devient extrêmement compétitif pour être exporté. Et évidemment, la guerre en Ukraine va couper les ponts entre la Russie et l'Europe. Alors, il faut bien se rappeler une chose fondamentale. Les sanctions économiques, c'est l'arrêt de l'achat du pétrole russe. Pas l'arrêt d'achat du gaz, parce que les Allemands sont tellement biberonnés au gaz russe, 60-70%, ils ne pouvaient pas. Il n'y a jamais eu de... Je tiens à le dire, il n'y a jamais eu de sanctions sur l'achat du gaz russe par l'Europe. Il n'y a jamais eu de sanctions. Ça n'existe pas. À vous entendre, on croit rêver. Hein. Non, mais en revanche, c'est Vladimir Poutine qui a sanctionné la distribution du gaz en utilisant le gaz en réponse aux sanctions économiques. C'est-à-dire qu'il a dit « vous m'avez fait des sanctions économiques » et en août 2021, il dit « on ne relance pas Nord Stream », sachant que les gazoducs sont opérationnels à ce moment-là. Donc en août 2021, il dit « tant que vous n'aurez pas arrêté les sanctions économiques contre la Russie, nous ne distribuerons pas de gaz par gazoduc Nord Stream ». On est en fin août 2021, et le 26
septembre 2021, le lendemain de l'inauguration du gazoduc Baltic Line qui relie la mer Noire, la mer du Nord, les gazoducs à la Pologne, rendant autonome vis-à-vis de la Russie la Pologne. Oui. C'est-à-dire que la Pologne n'a plus besoin d'utiliser le gazoduc et donc peut récupérer son gaz du Nord. Le gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2 est saboté par un commando coupant de manière radicale l'approvisionnement direct du gaz entre la Russie et l'Allemagne. Vous complexifiez dans l'ensemble de ce narratif, finalement, le coupable tout désigné. Après tout, beaucoup auraient intérêt à cette coupure. Est-ce qu'il n'y a que les Américains qui, dans un cas de figure comme celui-ci, seraient intéressés par cette coupure? Est-ce que l'Ukraine en elle-même l'Ukraine, il y a un intérêt, puisque, évidemment... chez eux. Ça passe par chez eux. La Pologne, il y a un intérêt. Oui. La Pologne, il y a un intérêt. L'Allemagne n'a pas intérêt. Non. L'Allemagne n'a pas intérêt puisqu'elle est biberonnée à ce gaz. Et donc elle a créé... La plupart des actionnaires sont français, allemands, principalement allemands et russes. Pour gazoduc Nord Stream 1, c'est essentiellement des actionnaires. Pour Nord Stream 2, c'est essentiellement la Russie avec des partenaires financiers. Et la Russie, a priori, ne va pas saboter leur propre infrastructure. Sachant qu'elle peut couper le robinet quand elle le souhaite, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Voilà, ne soyons pas dupes. Par ce que j'appelle la diplomatie du robinet. Elle l'avait fait avec l'Ukraine. Quand elle avait des tensions avec l'Ukraine, ils coupaient le robinet. Voilà. Et puis ils coupaient le robinet, ils étaient plutôt sympathiques. Ils le faisaient en janvier, lorsqu'il y avait moins 30 degrés. Donc ils ont coupé plusieurs fois le robinet. Et c'est pourquoi l'Europe avait ce problème de robinet dans cette tension avec l'Ukraine, c'est qu'elle était destinataire finale. Là, il y a un chantage. Pour le Et là, il y avait un chantage. C'est pour ça qu'il y a la diplomatie. Il ne faut pas être dupe. La diplomatie du robinet et la guerre du robinet de Vladimir Poutine est réelle. Exactement. Et bon, il aurait tort de ne pas l'utiliser. Il le fait pour, évidemment, et comme... Mais ça donne de la matière à ce que vous dites quand vous expliquez qu'il y avait quand même une forme de vassalisation de l'Europe par Poutine. Qui pouvait en effet jouer cette diplomatie du robinet. Exactement. Et c'est ce que craignaient les États-Unis. Mais eux, ils ont profité. Alors, on va quand même être très clair sur un point, parce que, je veux dire, les choses sont documentées. Moi, dans mon livre, je n'utilise que des sources ouvertes. Le 7 février 2022, Olaf Scholz, le chancelier allemand, est reçu par Joe Biden. Le 7 février, on est 15 jours avant l'invasion, l'opération militaire spéciale en Ukraine. Et ils sont en conférence de presse, tous les deux. Vous retrouverez, tout le monde retrouve, c'est ouvert. Et Joe Biden dit la chose suivante. Si la Russie envahit l'Ukraine, c'est-à-dire avec des tanks, des militaires, etc., il n'y aura plus de Nord Stream 2. Et là, une journaliste dans l'assistance dit « Mais comment vous comptez faire ?» Et il dit « Je peux vous assurer que nous sommes en mesure de le faire. » Alors, moi, on peut me dire ce qu'on veut. C'est un commando ukrainien, etc., voilà. Ou avec l'aide des Polonais ou avec l'aide des Anglais. Bon, c'est vrai que le lendemain du sabotage, le Premier ministre polonais tweet « Thank you SMS »,« Thank you USA ». Donc, évidemment, c'est un intérêt majeur pour les États-Unis de voir couper le cordon ombilical géopolitique entre la Russie et l'Europe, pour faire en sorte que l'Europe ne soit plus vassalisée par la Russie. Mais par eux. Mais en même temps, par voie de conséquence, en coupant la route et en déstabilisant en Ukraine, progressivement, les voies de passage du gaz se deviennent limitées, ce qui détruit l'économie allemande. Ce qui est en train de la détruire. C'est qui est en train de la détruire. Là, on est en train de... Et l'énergie peu chère. L'énergie peu chère. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'on retrouve à l'ONU un passage de Donald Trump qui dénonce la dépendance de l'Allemagne par l'Allemagne du fait qu'elle dépend de la Russie. Et on voit à ce moment-là les fonctionnaires allemands glousser et se marrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, qui est impressionnante.
Parce que ce que disait Donald Trump était tout à fait exact, et c'est avéré totalement exact aujourd'hui. L'économie allemande est à genoux parce qu'elle a choisi de ne pas diversifier ses sources de gaz, et elle a choisi de ne pas, par exemple, développer de terminaux méthaniers, ce que la France a fait. C'est-à-dire que nous, les Français, on avait moins de gaz par gazoduc. On avait fait avec Borloo. Et on avait justement... mais Sarkozy. le fait qu'on ait développé des terminaux méthaniers permet d'acheter du gaz, bien sûr du gaz américain, mais aussi du gaz russe. Mais On quel continue était à- l'intérêt pour la France? À l'époque, je me suis posé la question d'investir dans des terminaux méthaniers, alors qu'a priori, en termes de coûts, le GNL n'était pas rentable. Alors, l'intérêt, c'est que ça nous permettait de diversifier nos voies d'approvisionnement en gaz. D'accord. Justement dans ce souci. Là, les Allemands... Une forme d'indépendance énergétique par la diversification. Exactement. Tandis que là, l'Allemagne, c'était 70%. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'avaient plus le gaz russe, eh ben, ils étaient complètement dépendants. Et de ce fait, il faut bien se rappeler que avec la guerre en Ukraine, avec le sabotage de Nord Stream, eh bien, les Européens ont été obligés de multiplier par 3 leurs importations de gaz naturel liquéfié. Et la facture de gaz qui était de 120 millions d'euros en 2021 est passée à 400 millions d'euros en 2022. En plus, on l'a acheté, non seulement on a acheté du gaz naturel liquéfié américain, mais on l'a acheté 5 fois à 6 fois plus cher que vendu localement aux États-Unis. C'est-à-dire que le deuxième effet, donc non seulement l'Europe est devenue dépendante des États-Unis pour l'approvisionnement... Vous parliez de millions, c'est de milliards. De milliards, pardon. De milliards, Pardon, 120 j'ai dit millions. 400, Non. oui. 120 milliards, 400 milliards. C'est énorme. Et non seulement on est devenu dépendant et on a dû acheter, mais on a surenchéri le coût énergétique de nos entreprises, plantant la compétitivité. Donc le deuxième effet, c'est que la désindustrialisation de la France et de l'Europe est corrélative au développement du coût de l'énergie, du fait de cette explosion de Nord Stream et de cette guerre de l'énergie. Donc évidemment, je reviens à l'élection de Donald Trump, Oui. nous sommes aujourd'hui dans une situation épouvantable où Donald Trump va faire quoi? Pour les Européens, en tout cas, épouvantable. En tout cas pour les Européens. Là, on va être coincé entre le marteau et l'enclume. Ben, qu'est-ce qu'il va se faire? Oui. Premièrement, Donald Trump, il va arrêter les énergies intermittentes. Voilà. Il l'a dit clairement. Il l'a dit Les clairement. 170 milliards de l'IRA, allez hop. Allez hop. C'est une arnaque. L'IRA finançait aussi le nucléaire. Hein. Donc là, il va continuer à financer le nucléaire. Ça, c'est évident. Mais fortement. Hein. Oui. Parce que... Ce qui va concurrencer la filière française. Exactement. Notamment en Europe. Parce que si on considère qu'il y a quand même une continuité administrative, John Kerry, en septembre dernier, est venu en Roumanie pour dire qu'il déployait pour les pays d'Europe de l'Est un guichet unique de déploiement des réacteurs nucléaires américains en Europe de l'Est À quoi pour sert remplacer l'Europe les centrales au charbon. À quoi sert l'Union européenne? Et attendez, C'est monsieur pas possible. Nicolas Stocker, attendez, c'est très important. Ah oui. Vous savez comment a appelé le nom de code de ce guichet unique? Non. Phoenix. Du nom de Phoenix. Mais le Super Et Phoenix. Phoenix, Le Super Phoenix. l'oiseau qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que symboliquement, les Américains viennent en territoire européen, nous imposent le gaz de la liberté par des débarquements par méthanier. Hein. Ça, c'est le discours de l'administration Trump de 2019. Et viennent imposer leur nucléaire en Europe de l'Est parce qu'ils se disent que le maintien et la maîtrise du bloc des pays d'Europe de l'Est qui font frontière avec la Russie, ce bloc entre la mer du Nord et la mer Baltique et la mer Noire, les pays dans cet angle, sont essentiels pour la maîtrise de l'Europe. Et ils appellent leur mot de code Phoenix en souvenir du sabotage de Super Phoenix, qui, je vous rappelle, avait été saboté par Dominique Voynet et M. Lionel Jospin, dans un acte de trahison absolument épouvantable, parce que cette technologie de Super Phoenix, la France avait 30 ans d'avance vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis des Russes. Trahison absolue. Donc, vous comprenez qu'on est au cœur de cette guerre de l'énergie. Parce que Donald Trump, il va donc arrêter les énergies intermittentes, il va relancer le gaz naturel liquéfié. Mais pour vendre son gaz naturel liquéfié, il n'a pas intérêt à ce que Poutine vende son gaz naturel liquéfié à l'Europe. Donc, maintien des sanctions, peut-être? Oui.
Quelle que soit l'issue de la guerre. Exactement. Je le dis d'ailleurs, je le dis dans mon livre, je dis que l'arrêt de la guerre en Ukraine n'est que le début du commencement de la Troisième Guerre mondiale de l'énergie. C'est pas parce que vous arrêtez la guerre en Ukraine qu'il n'y aura pas de guerre de l'énergie. La guerre de l'énergie va battre son plein encore plus. Le nucléaire, il va activer à fond. Et l'ambassade de France aux États-Unis a émis une note d'alerte il y a quelques mois sur le fait que si les républicains étaient élus aux États-Unis, ils avaient déjà des textes préparés de lois extraterritoriales pour sanctionner le nucléaire français dans sa relation avec la Russie. Comment donc? Eh bien si, c'est en préparation. Parce qu'ils ils veulent empêcher la relation sur le nucléaire entre la France et la Russie. Rosatom. Rosatom, Framatome. Et Framatome. Voilà. Vous aimez nos émissions? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.